Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'ancien président guinéen Alpha Condé est officiellement libre après plus de 7 mois de résidence surveillée. La junte militaire au pouvoir, qui a mis un terme à ses 11 ans de présidence en septembre 2021, a annoncé sa libération ce vendredi. Le décret sur l'instance supérieure indépendante pour les élections passe mal en Tunisie. Le mouvement Ennahda, anciennement majoritaire au Parlement, a rejeté le décret du président Kais Saied relatif à sa révision. Ennahda dénonce une continuité de la destruction de l'État. Et les forces spéciales européennes quitteront le Mali pour le Niger. Ce projet de loi a été adopté à une large majorité ce vendredi par le Parlement nigérien, et ce malgré la défiance d'une partie de l'opposition et de la société civile. Alpha Condé retrouve la liberté après plus de 7 mois de résidence surveillée. Le comité national du Rassemblement pour le développement a annoncé ce vendredi 22 avril la libération de l'ancien président renversé en septembre 2021 après 11 ans au pouvoir. La junte militaire a également précisé que l'ex-chef de l'État continuera à bénéficier d'une protection adéquate et pourra recevoir ses proches, mais dans un cadre restreint jusqu'à nouvel ordre. Les précisions de Samantha Saberou Saboubanga. Libération de l'ex-président Alpha Condé. Dans un communiqué lu vendredi 22 avril 2022 à la télévision nationale, la junte militaire a annoncé que Alpha Condé est désormais libre. Une liberté qui n'est pas encore totale, il peut recevoir qui il veut, mais dans un cadre restreint jusqu'à nouvel ordre. Du point de vue judiciaire, ce qu'il faudrait mentionner, c'est une fin de séquestration ou le début d'une fin de séquestration pour l'ancien chef de l'État, le professeur Alpha Condé, parce qu'il n'a jamais été inculpé, il n'a jamais été poursuivi et il n'a jamais été déclaré coupable pour un quelconque fait ou un délit lié à l'exercice de la fonction, ni pour le crime économique, ni pour le crime de sang. Donc l'ancien chef de l'État était juste séquestré par la junte au pouvoir. À travers ce communiqué, le président de la transition rassure le peuple de Guinée et la communauté internationale que la dignité et l'intégrité du professeur Alpha Condé seront toujours préservées conformément à son rang, à son statut et aux vertus de la transition africaine. Je pense qu'il faudrait saluer le geste, mais le geste n'est pas suffisant pour être à l'abri des sanctions de la CEDEAO, parce que les revendications de la classe politique dans son ensemble portent sur des questions essentiellement techniques et politiques liées au cadre des élections. Mais malheureusement, le CNRD ne veut satisfaire aucune réclamation, aucune exigence, aucune demande de la classe politique. Président depuis près de 12 ans, Alpha Condé a été renversé le 5 septembre 2021 par le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, qui s'est fait investir depuis lors président de la République de Guinée. Rappelons que la décision du CRND est prise quelques jours avant l'ultimatum de la CEDEAO. La situation Mali. Le torchon brûle en Tunisie entre le mouvement Ennahda et le président Kais Saied. L'ancienne majorité parlementaire a rejeté ce vendredi le décret du chef de l'État relatif à la révision de certaines dispositions de la loi organique portant création de l'instance supérieure indépendante pour les élections. Ennahda dénonce une continuité de la destruction de l'État ainsi que la mainmise du chef de l'État sur toutes les autorités. Les explications de Corinne Néoné. En Tunisie, le mouvement Ennahda dénonce un projet de destruction de l'État par le président Kais Saied. Après la dissolution du Parlement le 30 mars, le président Kais Saied a encore décidé ce 22 avril que les membres de l'instance supérieure indépendante pour les élections seraient désormais nommés par décret présidentiel pour une durée de 4 ans. Une décision qui tombe alors que le pays s'apprête à tenir des élections législatives en décembre 2022 et l'élection présidentielle en 2024. Ce décret s'inscrit dans la continuité de la destruction de l'État, la mainmise sur toutes les autorités, le sabotage des acquis démocratiques et le mépris envers le peuple tunisien et sa révolution.
Le mouvement ENADA était la principale force parlementaire et pilier des coalitions gouvernementales successives depuis la chute du régime du président Ben Ali en 2011. Après le gel du Parlement par le président en juillet 2021, le parti de Rached Ghannouchi avait réussi à réunir 116 votes sur un total de 217 députés en faveur d'un projet de loi visant à annuler les mesures d'exception prises par le président Saïed le 25 juillet 2021. Une démarche qui a conduit à la dissolution du Parlement. L'instance électorale ne pouvait pas être la même que celle d'avant, puisque le choix et la composition de cette institution n'était pas à la hauteur. Il était aux mains des partis politiques qui étaient la cause principale de la crise du pays. Il avait tout à fait raison de remettre à plat cette composition et de partir sur une nouvelle base pour que les élections ne soient pas pipées. Sauf que le président a créé une véritable ambiguïté autour de son action qui était au départ légitimée et justifiée auprès de l'opinion. Et le président semble vouloir tout accaparer, tout concentrer entre ses mains et ses équipes. Et cela, c'est l'erreur à ne pas faire. De nombreuses formations politiques, à l'instar du mouvement ENADA, dénoncent un coup d'État contre la Constitution depuis le 25 juillet 2021, date à laquelle le président Kais Saied avait pris des mesures exceptionnelles. En début avril 2022, des manifestants étaient également descendus dans la rue pour signifier leur désapprobation. Avec ce nouveau décret présidentiel sur l'instance de gestion des élections, le président Saied est bien déterminé à garder le contrôle sur tous les aspects qui touchent à son pouvoir. Également dans l'actualité en Centrafrique, le désarmement de la rébellion ougandaise de l'armée de résistance du Seigneur, LRA, a officiellement commencé ce vendredi dans la ville de Mboki, dans le sud-est du pays. Il s'agit d'une étape importante dans la lutte contre la rébellion ougandaise LRA qui sévit depuis 2008 en Centrafrique. L'opération de désarmement va se poursuivre à Zenio et également dans la préfecture du Haut-Mbomou. Rappelons que l'armée de résistance du Seigneur est un groupe rebelle ougandais dirigé par Joseph Kony qui est activement recherché par la Cour pénale internationale. Au Niger, les législateurs ont approuvé ce vendredi un projet de loi autorisant le redéploiement des forces spéciales européennes quittant le Mali vers le Niger pour aider à lutter contre les groupes djihadistes au Sahel. Mais ce projet de loi s'est tout de même heurté à la défiance d'une partie de l'opposition et de la société civile qui dénonce la présence militaire étrangère au Niger, un sujet de la rédaction. Le redéploiement de forces spéciales européennes au Niger est acté. Après son approbation le 4 mars dernier en Conseil des ministres, le projet de loi autorisant un renforcement au Niger des forces européennes jusqu'alors basées au Mali pour lutter contre le terrorisme au Sahel a été adopté le 22 avril par le Parlement. Le résultat du vote est le suivant. Pour 131 voix, contre 31 voix, abstention 0. Mesdames et messieurs les députés, le vote se faisant à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale, soit 84 voix, le texte modifiant et complétant l'axe 1 de la déclaration de politique générale du gouvernement, ayant recueilli 131 voix favorables, est adopté. En février 2022, le président Mohamed Bazoum avait donné son accord de principe quant au déploiement de soldats européens supplémentaires sur son sol, après l'annonce de retrait du Mali, des soldats français de l'opération Barkhane et des forces spéciales européennes de la force Takuba, en raison du rapprochement entre la junte malienne au pouvoir et la Russie. La France avait alors émis le souhait de redéployer une partie de ses effectifs au Niger et dans d'autres pays du Golfe de Guinée pour poursuivre la lutte contre l'insécurité. Ce vote massif en faveur du texte que nous avons présenté, c'est un devoir pour moi de vous remercier et de vous féliciter. À travers ce vote, vous avez démontré que les représentants du peuple nigérien que vous êtes sont soucieux de la sécurité de nos populations.
Et par rapport à cette sécurité, tout ce que nous devrons conclure comme accord, nous allons le conclure. Mais malgré l'adoption de ce projet de loi à une large majorité, la défiance des détracteurs persiste. Une partie de l'opposition et de la société civile nigérienne dénonce l'influence et la présence croissante des forces étrangères dans la région, et en particulier l'implication militaire de la France dans ses anciennes colonies. Dans le reste de l'actualité, la République démocratique du Congo recevra un soutien financier de la part de l'ONU pour les besoins urgents dans les provinces de l'Est du pays en proie à une crise humanitaire. Une enveloppe de 30 millions de dollars sera octroyée pour renforcer les opérations d'assistance envers des millions de personnes vulnérables. Rappelons que les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sont toujours sous état de siège depuis mai 2021, un contexte sécuritaire précaire qui force les populations à l'exode. La République démocratique du Congo compte à ce jour environ 5,5 millions de déplacés internes, ce qui classe le pays au premier rang des déplacements internes en Afrique. Les mutilations génitales féminines sont des pratiques interdites au Kenya depuis 2001. Si les mentalités ont évolué en 20 ans, ces rituels sont toujours d'actualité dans plusieurs communautés. Mais certaines, comme les Maasai, sont parvenues à un rituel alternatif qui lie tradition et droits des femmes. Plus de détails avec Océane Kwasi. C'est à Kilo, un village Maasai situé dans le comté de Kajiado, que la cérémonie des jeunes diplômés prend place. Cette cérémonie fait suite à une formation de 4 jours organisée par l'ONG Africa Medical Research Foundation. Au cours de celle-ci, les jeunes Kenyanes ont été initiés aux différents aspects de la culture Maasai. La formation se veut être un passage pédagogique vers la vie adulte, sans pour autant subir de mutilation génitale. Dans la culture Maasai traditionnelle, les filles doivent subir une excision pour entamer leur vie de jeune femme. Pour moi, cela représente la fin de l'excision parce que beaucoup de gens aiment notre rituel. Ils se joignent à nous dans la cérémonie et nous soutiennent. Tu n'as pas besoin d'être mutilée pour prouver que tu es une femme. Oui, il y a d'autres alternatives. À ce jour, ce sont plus de 400 jeunes filles de la communauté Maasai âgées de 8 à 15 ans qui ont récemment obtenu leur diplôme de passage vers l'âge adulte. Mais malgré l'effort national et communautaire, la lutte contre cette pratique ancestrale reste un défi au Kenya. L'excision est profondément ancrée dans notre culture Maasai et vous ne pouvez pas déraciner un arbre tant que vous n'avez pas enlevé toutes les racines. Bien que nous le sachions, le changement des mentalités prend du temps. C'est pourquoi nous prenons notre temps pour que les gens changent leurs attitudes et leurs mentalités et qu'ils acceptent de diplômer les filles. Avec la pénalisation de l'excision en 2001, le gouvernement kényan est allé encore plus loin avec une peine d'emprisonnement de 3 ans ainsi qu'une amende de $2000. Les mutilations génitales féminines demeurent cependant toujours courantes dans certaines communautés du pays qui considèrent cette pratique comme une nécessité pour une vie conjugale réussie. Au Kenya, une Kenyane sur 5 âgée entre 15 et 49 ans a été victime d'excision. C'est un défi de santé publique et pourtant cette pathologie est encore peu connue en Afrique. L'autisme est un trouble qui toucherait des dizaines de millions de personnes sur le continent africain, selon l'Organisation mondiale de la santé. Au Nigeria, une association tente depuis plusieurs années de sensibiliser l'opinion à ce sujet grâce à une exposition qui présente les œuvres d'enfants atteints d'autisme, un sujet de la rédaction. Pas de mots pour exprimer ses pensées, mais un pinceau. Daniel Okoli, 18 ans, a été diagnostiqué autiste dès son plus jeune âge. Aussi silencieux que talentueux, sa fibre artistique se substitue au champ sémantique. Ses œuvres et celles de 2 autres adolescents autistes, de 13 et 16 ans, étaient à l'honneur à l'exposition intitulée « Art in Autism » du 2 au 19 avril à Lagos, au Nigeria. Cela m'aide à me détendre et peut être utilisé pour le plaisir et les loisirs. À chaque fois que je rentre de l'école bouleversé, mon art est la seule chose qui me rend heureux et j'utilise toujours mon imagination pour inspirer mon art et pour lui donner vie. Contrairement aux idées reçues, l'autisme n'est pas une maladie mentale, mais une déficience et plus précisément un trouble neurodéveloppemental. Ce symptôme ne se guérit pas,
Toutefois, plus la prise en charge est rapide, plus les troubles du comportement peuvent diminuer. Ce genre d'exposition artistique, organisée chaque année depuis 2015 par l'association Pure Souls Learning Foundation, permet de présenter au grand public le talent de ces enfants, souvent mis à l'écart à cause de leur handicap. C'est la première fois que je vois le talent de ces enfants. Là, les gens voient autre chose que leur handicap. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si cette beauté faisait ressortir une autre partie d'eux-mêmes, en nous faisant réaliser qu'ils ont beaucoup de choses en eux. Dans certaines régions d'Afrique, l'autisme est considéré comme une maladie liée au surnaturel ou encore à l'ensorcellement. Une majorité de pays sur le continent n'a pas de structure adaptée pour traiter le syndrome et la population n'est pas encore assez informée sur les soins. Haute en couleur, l'exposition Art in Autism aborde donc l'autisme, défi de santé publique, dans un langage universel. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.